elle continue à affecter l'humanité malgré les efforts pour la contrôler et l'éliminer. La tuberculose, comme vous le savez, est une maladie infectieuse, transmissible, liée à la présence de mycobactéries du complexe tuberculosis, appelée Mycobacterium tuberculosis. Le Mycobacterium bovis peut être aussi responsable de la tuberculose beaucoup plus rarement. Et comme vous le savez, la principale localisation reste la localisation pulmonaire. Suivante, s'il vous plaît. Donc, sur le plan de la pathogénie, pour bien comprendre le principe du traitement antituberculeux, c'est des bacilles qui sont éliminés par les malades bacillifères lors des efforts de toux et de la parole. Et ces bacilles peuvent rester en suspension dans l'air pendant 8 heures de temps. Et la transmission donc, est surtout par voie aérienne, et le premier site atteint reste les poumons. Donc 10% des personnes qui vont inhaler le bacille de Koch vont développer une tuberculose maladie. Donc on peut être infecté par le bacille de Koch, mais ne pas développer de tuberculose maladie. Et d'où le risque est d'autant plus élevé durant les 2 premières années, d'où l'intérêt de surveiller les patients infectés, les contacts, pendant les 2 premières années de l'évolution. Sur le plan de la pathologie, j'ai mis une plaque sur la tuberculose ganglionnaire, puisque notre collègue va en parler, pour vous dire que classiquement, c'est le Mycobacterium bovis a une prédilection pour la tuberculose ganglionnaire et qu'actuellement, on parle de plus en plus de la tuberculose bovine et la transmission se ferait par le lait non pasteurisé et le lait non pillé, comme vous le savez, le lait ou la ricotta, qui sont vendus de façon artisanale. Suivante. Et sur le plan épidémiologique, vous savez qu'actuellement, pour l'incidence de la tuberculose, on se base sur les incidences de cas enregistrés, donc pour traitement, et non plus les cas déclarés. Donc actuellement, en 2013, nous avons 28 cas pour 100 000 habitants de tuberculose qui sont donc de patients tuberculeux traités. Suivante. Et vous voyez là, j'ai ajouté cette plaque pour montrer que les principales régions atteintes où on trouve une forte prévalence de la tuberculose, vous voyez que la région de Manitoba vient en 3e position, après la région de Catalogne et Tunis. Et dernièrement, nous avons célébré la journée mondiale de la tuberculose à Manitoba. J'ai su malheureusement qu'il n'y avait pas de dispensaire antituberculeux dans toute la région de Manitoba, qui est importante, et donc ce sont les médecins de première ligne, des centres de soins de base, des soins de base, qui prennent en charge la tuberculose. Donc, raison de plus pour qu'on vous en parle aujourd'hui. Suivante. Deuxièmement, la deuxième constatation actuelle des données épidémiologiques en Tunisie, vous voyez que la tuberculose pulmonaire, qui normalement devrait être la principale utilisation, a pris du recul. 41% des formes de tuberculose, c'est des formes pulmonaires. Par contre, nous avons plus d'extra-pulmonaires actuellement, 59%, donc la courbe s'est inversée. Suivante, et parmi les extra-pulmonaires, suivante s'il vous plaît, suivante. Parmi les extra-pulmonaires, c'est essentiellement la ganglionnaire qui occupe la première position. Suivante. Donc, j'arrive pour vous parler du traitement de la tuberculose. Le principe, comme vous le savez, c'est la polychimiothérapie pour avoir des médicaments qui doivent être actifs sur les 3 populations pour lesquelles je vais revenir. En plus, il faut une monoprise et une durée prolongée. Pourquoi? Pour éradiquer les bacilles intracellulaires, donc qui sont dans les macrophages et qui sont difficiles à traiter, et surtout, traitement prolongé pour éviter les rechutes. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les 3 principales populations de BK, c'est les cavernes, les caséoles et le macrophage intraprophagique. Et vous voyez que l'isoniazide et la rifampicine sont actifs sur les 3 populations de bacilles de Koch. Et c'est pour cela qu'ils constituent les 2 antituberculeux majeurs qui doivent être utilisés en cas de traitement de la tuberculose. Suivante. Alors, quels sont les médicaments antituberculeux actuellement disponibles? Suivante. Comme vous le savez, nous utilisons le groupe 1 avec l'isoniazide, du tentacutol, la rifampicine, pyrazinamide. Les autres groupes 2, 3, 4, 5, selon la classification de l'OMS, sont réservés pour les cas particuliers de tuberculose multirésistante. Suivante. Et vous savez que maintenant nous avons le traitement combiné. Suivante, c'est l'association de drogue fixe. Donc la posologie est facile, c'est en fonction du poids. Et actuellement, nous avons aussi la forme pédiatrique. Suivante. Et cette association drogue fixe, pourquoi nous l'avons introduite en Tunisie depuis maintenant 4 ans? C'est parce que, tout d'abord, ça va éviter éventuellement les erreurs de prescription. Deuxièmement, le nombre de comprimés à ingérer est beaucoup plus faible, 4 comprimés
vacciner maximum contre tout ce comprimé auparavant, et surtout, éventuellement, favoriser l'observance des patients tuberculeux. Suivante. Tout en sachant que ces médicaments antituberculeux ne sont pas dénués d'effets secondaires, qui sont nombreux, tels que cutanés, digestifs, hépatiques, néphrotoxiques pour la streptomycine auparavant, ou pour les drogues de seconde ligne, et hématologiques, neuropsychiques, néphrites optiques et hyperleucémie. Et je souligne que la néphrite optique, classiquement on dit que c'est l'étendue, l'INH aussi peut donner une néphrite optique. Donc, quand on risque un traitement tuberculeux, il faut bien surveiller ces effets secondaires. Je vais y revenir. Suivante. Alors, évidemment, avant de commencer un traitement tuberculeux, il faut toujours faire un bilan pré-thérapeutique pour voir les facteurs favorisants, pour étudier le terrain, est-ce qu'il y a une immunodépression, est-ce qu'il y a un comportement à risque, une toxicomanie, parce que par exemple, ça peut poser un problème pour la compliance du traitement, et voir s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque tels que le milieu carcéral, l'éthylisme qui peut être un facteur favorisant de la toxicité hépatique. D'autre part, suivant s'il vous plaît, le bilan pré-thérapeutique se base aussi sur l'examen clinique, c'est surtout pour le poids, pour calculer la dose du traitement, mais surtout aussi pour voir les autres localisations, en particulier ganglionnaires ou autres ménagers, parce que vous savez que la durée du traitement change avec les localisations de la tuberculose. Suivante. Et finalement, il faut toujours faire un bilan biologique standard, entre guillemets, surtout la numération en forme de sanguine, le bilan hépatique. Et vous savez que maintenant, la sérologie VIH est systématique, obligatoire. Nous la faisons dans tous les services hospitaliers, mais aussi dans les dispensaires de soins de base, de santé de base. Suivante. Et j'arrive donc à la prise en charge réelle de la tuberculose. Vous savez que nous avons, notre programme national de lutte anti-tuberculose a élaboré un guide de prise en charge de la tuberculose en Tunisie. Il y a eu le premier guide en 2011 que nous avons réactualisé en 2014. Donc normalement ce guide est disponible à la NSSP et dans les dispensaires de santé de base. Sinon vous pouvez le télécharger sur le site de la Société tunisienne des maladies respiratoires www.snra.org et vous trouvez ce guide. Suivant, donc les protocoles actuellement préconisés pour la tuberculose pulmonaire et pleurale, alors la pleurale fait partie de l'extra-pulmonaire, c'est 6 mois. 2 mois, vous savez, quadruple, INH, hépatite et embutolmiazoline, puis suivi par une bithérapie avec les 2 antituberculeux majeurs, INH, hépatine, pendant 4 mois. Pour la tuberculose ostéo-articulaire, c'est le même protocole, c'est la durée du traitement qui est plus prolongée, 9 mois. Suivant, pour la ménagée, donc on va jusqu'à 12 mois, donc c'est la phase d'entretien qui est plus prolongée de 12 mois. Suivant, et pour toutes les autres localisations, extra-pulmonaires, génitales, ganglionnaires, cutanées, etc., on garde le même protocole, c'est 6 mois en totalité. Évidemment, notre confrère ONL par la suivante c'est toujours difficile d'arrêter le traitement à 6 mois pour les extra-pulmonaires parce que nous n'avons pas des critères de guérison bien nets comme pour la tuberculose pulmonaire. Tout en sachant que ces médicaments doivent tous être administrés à jeun, nous l'avons dit, en monoprise et une demi-heure, et après, le patient peut manger. Avant, on disait 2 heures de temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça peut même favoriser des troubles digestifs. Donc 30 minutes, et puis après, il peut prendre son petit déjeuner. Suivante. Donc, évidemment, quand il s'agit d'une tuberculose pulmonaire, avec le bilan pré-thérapeutique, on va démarrer le traitement, mais avant tout, si c'est un malade bacillifère, donc l'idéal, c'est d'hospitaliser. Sinon, il faudra à tout prix l'isoler pour qu'il ne contamine pas le reste de l'entourage. Suivant, s'il vous plaît. Évidemment, ce traitement doit être fait sous supervision directe, le fameux DOTS, qui doit être appliqué, vous savez, quand les malades sont hospitalisés, c'est le personnel hospitalier. Quand les malades rentrent chez eux, c'est une tierce personne, une personne proche de la famille qui doit superviser le traitement pour être sûr que le patient prenne effectivement son traitement. Suivant. Ne pas oublier les autres mesures thérapeutiques, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Les congés de longue durée, il faut donner des congés, surtout pendant la période initiale, pour améliorer la compliance au traitement, surtout qu'ils peuvent avoir des effets secondaires. Donc on peut les arrêter et ça fait partie la tuberculose fait partie des maladies de longue durée. Ne pas oublier de dépister l'entourage proche, les contacts proches, généralement vivant sous le même toit. Ne pas oublier d'éduquer aussi bien le patient que la famille sur le traitement, la durée et la compliance. Et ne pas oublier aussi que la tuberculose a une gratuité dans les structures publiques. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que nous voyons maintenant
plus de patients qui sont traités en hypopratique et qui n'arrivent pas à avoir heureusement. Et ça peut être une source de contamination. Suivant. Alors la surveillance du traitement de la tuberculose pulmonaire, donc selon notre guide, c'est standardisé. Évidemment, à J0, on a un bilan clinique, bactériologique, biologique, une radiographie du thorax. Éventuellement, pour les malades hospitalisés, on fait à J15 pour voir s'ils sont encore contagieux, pour les faire sortir de l'hôpital. Mais sinon, on fait à 2 mois de bacilloscopie dans le thorax. À 5 mois, les bacilloscopies sont importantes à 5 mois parce que quand elles sont positives, elles signent l'échec thérapeutique pour la pulmonaire et ça peut faire suspecter une résistance. On est en droit à ce moment-là de demander un antiviral. Évidemment, à la fin du traitement à 6 mois, on fait un nouveau contrôle pathologique, radiologique, mais aussi clinique. Suivante. Alors, quelques formes particulières qui posent problème parfois. Pour la grossesse et l'allaitement, il n'y a pas de danger. Pour la piazoline, on peut donner le même schéma thérapie de mois, quadrithérapie de mois, et bithérapie pendant 4 mois. L'hépatopathie chronique, évidemment, la piazoline est contre-indiquée. Et quand on supprime un antituberculeux, on est obligé de prolonger la durée du traitement. Exemple, on donnera INH, caripatine et ethambutol en quotidien, tous les jours, pendant 9 mois. On sort du protocole classique. Pour l'insuffisance rénale débutante, on doit éventuellement faire un test d'acétylation pour l'INH et la rifampicine est utilisée à la même dose. C'est la piazoline et l'ethambutol qui doivent être adaptés à la créatinémie. Généralement, on va donner moitié dose à peu près, le même protocole. Par contre, pour les patients dialysés, à ce moment-là, puisqu'il est dialysé, on va donner le traitement 3 fois par semaine en adaptant là aussi les doses d'isoniazide et d'ethambutol. Et généralement, on ne donne pas d'éthambutol pour les patients tuberculeux non bacillifères, alors que pour les tuberculoses à frottis positifs, on associe l'éthambutol parce qu'il y a une toxicité rénale, donc on peut l'éviter chez les patients non bacillifères. Suivante. Enfin, pour l'enfant, vous l'avez remarqué, on surdose l'enfant en INH, on va aller jusqu'à 10 mg par kilo. La rifampicine aussi, on augmente les doses puisque chez l'adulte, la piazoline. Par contre, l'éthambutol, on essaie de l'éviter, on ne le donnera que là aussi dans les formes bacillifères. Suivante, c'est pour cela que pour les formes pédiatriques, nous n'avons que les 3 médicaments HRZ ou HR. La surveillance du traitement, évidemment, pour voir l'efficacité thérapeutique, elle est essentiellement clinique. Un patient tuberculeux qui reprend l'appétit, qui n'a plus de fièvre, qui n'a plus de tout. Donc c'est un critère clinique de bonne évolution. Les bacilloscopies, nous l'avons dit, au minimum on fait 2 bacilloscopies. Et l'examen radiologique idéal à 2 mois et à 6 mois. Et surtout, la surveillance de l'alternance du traitement qui est essentiellement clinique. Clinique pour voir l'apparition des effets secondaires, donc on va éduquer le malade pour essayer de détecter à temps ces effets secondaires. Suivante. Ces effets secondaires peuvent être mineurs et ne sont pas habituellement embêtants, ils sont plutôt fréquents en début du traitement. C'est les troubles digestifs, douleurs abdominales, épigastralgie, des petites sensations de brûlure, de fourmillement qui sont dues à l'isoniazide. Donc la conduite à tenir suivante, c'est essentiellement de poursuivre le traitement antituberculeux, mais vérifier quand même la posologie. Est-ce qu'ils ne sont pas surdosés en INH ou rifampicine, surtout avec l'association de drogues fixes. Et on peut donner un traitement symptomatique, un pansement gastrique ou un antihistaminique quand ils ne sont pas très graves. Suivante. Par contre, les effets secondaires majeurs, là c'est embêtant parce qu'on est obligé d'arrêter le traitement antituberculeux. C'est les éruptions cutanées diffuses avec ou sans pneumonie, un ictère clinique, c'est pour cela que je vous ai dit la surveillance est essentiellement clinique, une fièvre qui est isolée et qui dure malgré le traitement, des troubles neurologiques, une névrite optique. Donc je vous signale encore une fois que l'INH, en plus de l'éthambutol, peut donner une névrite optique et à ce moment-là, il faut le confier à un ophtalmo et parce que généralement la névrite optique est irréversible quand elle s'installe. On peut aussi avoir donc des troubles neurologiques et même hématologiques qui vont être confirmés par le bilan sanguin suivant. Donc, et le principal effet secondaire grave reste l'hépatite, la toxicité hépatique. Donc, on se basera sur le dosage des transaminases. Si les valeurs sont inférieures à 10 fois la normale, on peut surveiller le patient. S'il n'est pas symptomatique, si cliniquement il n'a pas d'UPER,
On va continuer le traitement en adoptant toujours, il faut toujours vérifier les doses et demander un test d'acétylation. S'il est symptomatique, c'est-à-dire il a des vomissements, etc., il faut à tout prix arrêter le traitement. Évidemment, si c'est supérieur à 10 fois la normale, par exemple transaminase à 400, 500, à ce moment-là, obligatoirement, il faudra arrêter le traitement antituberculeux et ne reprendre le traitement qu'après une normalisation du bilan hépatique, évidemment spécialisé en introduisant une à une les drogues. Pour les éruptions cutanées ou l'anaphylaxie, qui est un effet secondaire très grave, là aussi, il faut évidemment tout arrêter. On ne va pas s'amuser, surtout si vous voyez dans les dispensaires des malades qui ont ces problèmes-là. Il faut à tout prix arrêter le traitement tuberculeux, le confier à un médecin spécialiste qui, par la suite, va reprendre là aussi le traitement en milieu hospitalier. Toujours une drogue, à chaque fois une drogue, pour voir déjà l'imputabilité, quel est le médicament qui est en cause, et pour pouvoir voir par la suite la tolérance à ce traitement. Suivante. Les critères de guérison, je parle pour la tuberculose pulmonaire, et plus aussi, évidemment, pour l'extra-pulmonaire, mais plus pour la pulmonaire, quand on est sûr qu'on a donné des doses correctes, régulières, une durée suffisante, et évidemment, disparition des bacilles à l'examen direct à 6 mois de traitement, avec un nettoyage radiologique ou persistance de quelques lésions radiologiques. Suivante, cette guérison, évidemment, c'est la situation la plus fréquente en Tunisie quand il s'agit d'une tuberculose avec cas sensible. Suivante. Et je termine par la prévention de la tuberculose. Il vaut mieux prévenir que guérir. Suivante. C'est la chimioprophylaxie, parce que nous avons traité le tuberculeux bacillifère, mais il faut faire attention au sujet comptable. Alors, actuellement, et d'après les recommandations de notre guide national, la chimioprophylaxie est systématique chez les nourrissons et les enfants âgés de moins de 5 ans. Quel que soit le statut vaccinal, on ne fait pas d'IDR, on les met systématiquement chimioprophylaxie. C'est la même chose pour les personnes séropositives, d'où l'intérêt de faire systématiquement pour les personnes à risque la sérologie HIV. Si elle est positive, systématiquement, on les met sous chimioprophylaxie à base d'INH uniquement, 5 mg par kilo par jour pendant 6 mois. Suivante, la question se pose pour le grand enfant de 5 ans. Suivante, à ce moment-là, va se baser sur l'examen clinique, la pratique de l'intradermoréaction à la tuberculine et la radiographie du thorax. Si l'enfant est en bonne santé apparente avec une radiographie du thorax normale, si l'IDR est négatif, donc là, on va le surveiller, mais on va éduquer les parents aux moindres symptômes, des signes cliniques, ou sinon au plus de 3 mois, on doit le revoir pour recontrôler l'intradermoréaction à la tuberculose pour être sûr que l'enfant n'a pas été infecté. Par contre, si l'intradermoréaction est positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 10 mm, il vaut mieux le confier, avoir un avis spécialisé, au DAT, pneumologue, pédiatre, pour être sûr que c'est une infection tuberculeuse, qu'il n'y a pas de tuberculose maladie, et c'est le spécialiste qui va décider de la chimie, si ou pas. Enfin, suivante, la prévention reste basée évidemment sur la vaccination par le BCG. Suivante, le BCG, comme vous le savez, donne une protection surtout contre les deux formes graves de la tuberculose, à savoir la méningite et la minière tuberculeuse. Et sinon, ça protégera à 50% les formes communes. Évidemment, il ne faut pas que les parents soient rassurés parce que l'enfant est vacciné par le BCG. S'il est en contact avec un malade fortement bacillifère, il risque lui-même d'être infecté et voire même de développer la tuberculose maladie par la suite. Suivante. Donc, les protocoles actuellement, là aussi, tout est dans notre guide national. Nous avons l'avantage d'avoir un guide qui est bien codifié. On vaccine tous les nouveau-nés à la naissance et tous les enfants âgés de 0 à 6 ans qui n'ont pas été vaccinés auparavant. Donc on a enlevé la vaccination, la deuxième vaccination à 6 ans en première année primaire. On vaccine une seule fois. Suivante. Évidemment, la prévention reste aussi basée sur un dépistage précoce, un diagnostic précoce de tuberculose latente et de tuberculose maladie. Les sujets contacts, la famille, oui, qui vivent sous le même toit, mais il ne faut pas oublier aussi le milieu professionnel et le milieu scolaire, quand il y a un cas de tuberculeux bacillifère. Ne pas oublier les personnels soignants qui s'occupent des tuberculeux, aussi bien médical que paramédical. Le dépistage se base sur la radiothorax et 2 bacilloscopies chez l'adulte. Chez l'enfant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, on
fait aussi une réaction, la tuberculose chez l'enfant, le grand enfant, évidemment. Suivante. Mais aussi la prévention, c'est les mesures de protection individuelle. Pour le personnel de santé, vous savez qu'il y a les masques de haute protection respiratoire qui sont normalement disponibles à la DSSB. Ce sont ces fameux masques FFP2 qui sont un peu gênants pour le personnel. Il faut les mettre à tout prix pour ne pas être contaminé. Suivante. Alors que pour les patients, on met le fameux masque chirurgical qu'utilise le chirurgien. C'est largement suffisant pour le patient tuberculeux. Suivante. Évidemment, dans le cadre, comme vous l'avez vu, que la tuberculose ganglionnaire est en train de prendre de l'ampleur en Tunisie et que l'enquête récente nationale sur la prévalence du Mycobacterium bovis au sein de la tuberculose ganglionnaire, maintenant le bovis dépasse les 2/3 des bacilles qui sont identifiés sur le plan bactériologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bovis, on le trouve dans le lait non pasteurisé, non bouilli. Donc il faut à tout prix lutter contre la consommation de lait cru contaminé. Il faut à tout prix bouillir le lait pendant au moins 20 minutes. Suivante. Donc la conclusion, je dirais que quand on fait un bon traitement tuberculeux, la guérison est pratiquement obtenue dans la majorité des cas et que nous avons la chance d'avoir un bon programme national de lutte anti-tuberculose avec un traitement qui est très bien codifié, avec un traitement qui est adapté avec les effets secondaires. Il y a tous les tableaux dans ce guide. La chimioprophylaxie qui est systématique, donc avec tous ces éléments, j'espère qu'on va éradiquer la tuberculose. Maintenant, le problème, c'est pas plus la pulmonaire, mais qui nous embête le plus maintenant, c'est la tuberculose ganglionnaire, qui est la plus fréquente, malheureusement, puisqu'elle vient en première position en la tuberculose extrapulmonaire. Et j'ai mis cette affiche qui a été faite par la DSSP depuis plusieurs années, qui est affichée normalement dans les centres de soins de santé de base. Il faut lutter contre la consommation du lait cru, non bouilli, donc éduquer les patients contre le risque de la transmission du bacille bovin et le risque de développement de tuberculose ganglionnaire. Voilà, je vous remercie.